Bonjour et bienvenue Pascal Boitard, vous êtes secrétaire d'État à droits des femmes. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on est venu faire une table ronde sur le sujet du harcèlement dans l'espace public. Et pour parler de ce sujet avec vous, on reçoit 5 ambassadrices lectrices de Mademoiselle. Donc on est avec Awa, 22 ans, qui fait un volontariat en service civique. Laurette, 24 ans, tu es auto-entrepreneuse. Anouk, 21 ans, qui est intermittente. Stéphanie, 25 ans, qui est étudiante en management et en stratégie financière. Et Pauline, 20 ans, étudiante en sociologie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je voudrais faire un rapide tour de table. Je voudrais que chacune d'entre vous me raconte en 2 phrases votre première expérience du harcèlement de rue, la première fois que ça vous est arrivé dans la rue, dans les transports, dans l'espace public. Alors moi, ma première expérience de harcèlement de rue, c'était au collège. J'étais avec mon groupe d'amis. Et en fait, c'est une voiture qui passait et un homme qui nous a klaxonné en nous faisant des remarques un peu désobligeantes. Tu avais quel âge ? Alors là, je devais avoir entre 12 et 13 ans, je pense. Alors moi, ma première expérience, alors je ne sais pas si c'est exactement la première, mais en tous ces cas, c'est celle qui m'a marquée. J'étais en ville avec une amie, un homme nous suivait en voiture, il s'est arrêté à côté de nous. Alors nous, on s'approchait de lui en pensant qu'il voulait nous demander son chemin. Et là, le mec nous regarde et nous dit « Hé les filles, c'est combien la pipe ?» Voilà, on avait 13 ans. Sympa. Moi, ma première expérience, j'avais 13 ans, j'étais en colonie de vacances. On a fait une sortie en ville et il y a un jeune homme qui m'a mis une main aux fesses, un inconnu. Et je suis allée me plaindre aux animateurs en me disant, en étant un peu choquée. Ils m'ont ri au nez en me disant que c'était la première fois, mais sans doute pas la dernière. Alors moi, ma première expérience, ça m'a beaucoup marquée parce que j'avais 11 ans déjà et je suis passée devant un chantier pour aller au bahut et on m'a fait des remarques sur mon corps. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'on sexualisait mon corps à une période où moi-même je le faisais pas parce que dans ma tête, j'étais encore une petite fille. Et voilà, ça a été la première fois. Moi, pareil, la première fois, j'ai pas vraiment de souvenir de laquelle était la première, mais je me rappelle que j'étais au collège, donc je devais avoir 13 ans, et on se baladait avec un groupe de copines dans la rue, et une voiture passait, klaxonnait, lançait des remarques légèrement obscènes. On avait en moyenne donc 13 ans. On pourrait faire un sondage sur beaucoup plus de filles et on arriverait au même résultat. Et pourtant, pendant tout ce temps, jusqu'en 2012, jusqu'à la vidéo de Sophie Peters qui a filmé le harcèlement de rue en caméra cachée, je pense que je parle au nom de tout le monde en disant on pensait que c'était normal, que voilà, ça nous arrivait dans l'espace public, fallait vivre avec. Ça fait 2 ans qu'on se rend compte que c'est pas le cas et que du coup, de plus en plus, on a envie que les choses changent. Et on voulait vous interroger aujourd'hui, Madame Boitard, sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que les choses changent. Alors d'abord, je pense que personne ici, dans les expériences qui ont été décrites, ne pensait à ce moment-là que c'était normal. Je crois que c'est une blessure intime. D'ailleurs, on voit bien l'émotion qui vous traverse encore lorsque vous remémorez ce moment, parce que on est encore une jeune fille et que, comme vous le disiez, on n'a pas encore conscience aussi qu'on devient quelqu'un d'adulte. On est encore jeune, adolescente, et donc c'est pas quelque chose qu'on pense acceptable. Ce sont les autres qui dédramatisent et qui disent que oui, ça c'est la première fois, ce sera peut-être pas la dernière. Vous avez décrit différentes situations et en fait qui se ressemblent finalement. On ne souhaite pas une société où il y aurait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Je crois qu'on est là pour vivre ensemble et que la solution, elle n'est pas que de dire on est dans 2 camps opposés, en faire une forme de séparation de la société en 2. Et que l'autre serait l'ennemi, et comme vous le disiez très justement, que l'autre groupe composé des femmes serait que des victimes. C'est aborder le sujet d'une manière trop restreinte pour qu'elle puisse résoudre quoi que ce soit. Il faut travailler sur ce vivre ensemble nécessaire de respect et de se dire que on n'est pas des ennemis, mais en tous les cas, on doit se respecter les uns les autres. Et les garçons ne peuvent pas penser une seule seconde que tout est possible tout est possible dans le langage et dans les actes par rapport aux filles. Je rappelle que c'est un délit que d'agresser quelqu'un. Les propos sexistes sont des propos aussi condamnables. Et donc, il faut apprendre cela.
Et si on ne l'apprend pas, on ne sait pas, et on fait un peu ce qu'on veut, on pense que c'est un moment pour rigoler, mais celle qui est victime de cela, elle en est extrêmement blessée dans son intimité. Du coup, je voudrais rajouter sur la sensibilisation, je pense qu'il serait intéressant justement de dire aux filles qu'elles ne sont pas que des victimes potentielles quand elles se promènent dans la rue, parce que souvent on a ce discours, tu rentres tard le soir, fais-toi accompagner, prends un taxi. Oui, bah, bien sûr, tu as moins de chances de te faire agresser si tu prends ces dispositions. Mais c'est important de se dire que nous, on n'est pas que des victimes potentielles, on est juste des êtres humains et tous les hommes ne sont pas des agresseurs potentiels. Je pense qu'il y aurait une part de sensibilisation à faire, j'en sais rien, par des affichages, par des cours, par des leçons sur cette thématique. On est beaucoup, en tout cas sur le forum, à avoir dit qu'on avait été confronté à du sexisme, qu'on l'avait rapporté à un adulte et qu'au final, on trouvait que l'adulte n'avait pas très bien réagi. Parce que je pense que l'adulte était peut-être aussi démuni, pas forcément parce qu'il était sexiste lui-même, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une formation à faire avec certains corps de métier, comme par exemple les profs ou même les policiers? Moi, il y a déjà un policier qui m'a maté les fesses ostensiblement, et quand je suis allée le voir en lui disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» il m'a ri au visage. Et je me dis que, alors bien sûr, il y a aussi plein de policiers qui ne sont pas du tout là-dedans, mais ça, par exemple, ça ne devrait pas arriver. Et je me suis demandé si, au cours de leur carrière, ils avaient des ateliers sur ces thèmes-là qui pouvaient les sensibiliser à ce genre de questions. Alors, il y a des formations qui existent déjà, qui sont mises en œuvre dans le cadre des violences faites aux femmes, par exemple. On travaille avec les policiers, on travaille avec les magistrats, voilà, il y a déjà un travail qui commence à être fait, mais vous avez raison. Les adultes eux-mêmes sont parfois démunis par rapport aux situations, sans penser mal et sans vouloir effectivement, mais ne savent pas comment réagir et comment gérer ce sujet. Ça peut être le cas aussi chez les enseignants. Et donc il faut pouvoir parler tranquillement de ces sujets, mais en tous les cas, vous avez raison, il y a aussi, ça fait partie de ce à quoi on travaille. Comment aussi on forme à la fois des acteurs identifiés institutionnels comme les enseignants, des policiers, des gens qui travaillent dans les transports en commun aussi, mais aussi de mobiliser toute la société. C'est aussi important et vous avez raison, on travaille sur des campagnes aussi de communication pour justement faire prendre conscience du problème qui est grave et de dire on porte tous ça, et si on veut que ça change, c'est ensemble. Ce n'est pas que les femmes qui vont le porter. Il faut, vous savez, faire progresser les droits des femmes, en général aussi. Il faut que tout le monde se sente concerné pour que ça puisse marcher. Donc en tout cas, je mène l'action du gouvernement sur cette question, dans cet état d'esprit, parce que c'est important de mobiliser tout le monde et de montrer en quoi c'est important et en quoi il est urgent sur les attaques sexistes, sur les propos inadmissibles qui peuvent être tenus, que c'est grave, que ce n'est pas acceptable et qu'on doit tous être révoltés lorsque ça se passe et on doit tous pouvoir être acteurs et actrices au moment où ça se passe. Oui, moi je pense qu'on se heurte un peu à un double problème. Donc le premier, c'est bien sûr l'intranquillité quasi permanente des femmes dans les lieux publics, etc. Et le deuxième, c'est la non-reconnaissance du premier problème. Et on s'en rend compte même dans les pouvoirs publics. Je ne me souviens pas qu'il y ait un seul court-métrage ou une seule action qui ait été diffusée à grande échelle sur le harcèlement de rue. Pourtant, il y en a de nombreuses des actions qui ont été faites, des caméras cachées, des choses comme ça. Et on a l'impression que c'est diffusé dans le petit cercle des personnes qui s'intéressent à ces questions, mais qu'ensuite, ce n'est pas à assez grande échelle et qu'on va se retrouver avec des gens qui vont dire « Oh, mais c'est pas grave, c'était pour rire ». C'est juste de la drague, tu sais pas faire la différence entre du harcèlement et de la drague, alors que c'est faux, on est capable, on a une intuition, on sait très bien ce qui est juste de la discussion, ce qui arrive fréquemment dans les transports, on peut très bien discuter avec son voisin, et vraiment une interpellation plus... avec d'autres idées derrière la tête, on va dire. De toute façon, on le ressent en soi-même. On sait bien quand c'est un moment où on veut s'intéresser à l'autre et par contre, lorsqu'on sent que c'est quelque chose de très insistant, très intrusif et qui touche à notre intimité, on sait très bien faire la différence. Et on n'a pas la même attitude non plus.
Donc ça, c'est, je dirais, on voit bien, il ne peut pas y avoir, en fait, on ne peut pas confondre les différentes situations, à la fois intérieurement, mais à la fois vers l'extérieur, parce que ça se voit lorsque ce n'est pas accepté et lorsque ce n'est pas acceptable. Vous décrivez ce que vous avez vécu, le manque aussi de solidarité et d'aide que parfois vous avez sollicité et qui n'est pas arrivé. Est-ce que vous, parce que nous on travaille évidemment sur des messages de communication, sur des formations, sur des dispositifs, est-ce que vous avez aussi, vous considérez qu'il y a des choses extrêmement importantes là qui pourraient faire qu'à un moment donné, comme vous le dites, il faut des messages plus importants, à plus large audience. Ça, c'est évidemment fondamental. Est-ce que vous avez d'autres choses qui pourraient, vous pensez, faire bouger les choses? Oui, pour moi, il y a le web, parce que c'est... via l'anonymat qu'on a sur les forums, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages sexistes qui sont diffusés. Et c'est aussi compliqué de réagir, parce qu'en plus, on peut se faire harceler du coup sur le web. Donc pour moi, il faudrait diffuser vraiment là-dessus. Et après, il y a les médias, parce que je trouve que souvent, ils banalisent vraiment ces questions-là. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille qui s'est fait attaquer à coups de tournevis rue de Lappe. Et j'ai vu qu'il y avait un grand média qui disait c'était une drague qui a fini par mal tourner. Bon, c'est pas ça, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'effectivement les médias aussi prennent leurs responsabilités et utilisent les mots qui correspondent à ce qui s'est passé. Ce qui contribue à complètement banaliser ces agressions pour les gens qui lisent ce qui a écrit dans les journaux sans forcément prendre du recul et se dire, bon, moi, qu'est-ce que je comprends de la situation, quoi. Oui. Moi, je voulais dire par rapport aux sociétés de transport en commun. En fait, je trouve que ce serait intéressant qu'il y ait des annonces comme ils le font pour les incivilités, par exemple, qu'ils puissent faire des annonces concernant le harcèlement, de dire de faire attention. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez traité, alors que j'ai lu, par exemple, un sondage de l'association Oser le féministe qui disait que 94% des femmes ont déjà été victimes d'actes sexistes dans les transports en commun. Et je trouve que sur ce point-là, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été fait et que les sociétés de transport doivent aussi prendre leurs responsabilités sur ce point-là. Mais je crois qu'ils en sont conscients parce que justement ce groupe de travail dont je parlais tout à l'heure, ça y est, il se met en place et on s'est donné quand même un calendrier très court pour pouvoir justement ensemble trouver des moyens de parler de cela dans l'espace des transports déjà, de voir pour ceux qui travaillent dans les transports comment ils peuvent être aussi formés à ce type de situation et ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble justement pour que ça change. Donc ça, c'est en cours. Sur les médias, on a voté une loi, celle du 4 août 2014, qui évidemment traite de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sur beaucoup de sujets, et notamment celui de la représentation des stéréotypes qui conduisent à des propos, à des actes sexistes d'ailleurs, parce que les médias notamment ont un rôle dans la société qui est extrêmement fort dans ce qui est véhiculé comme message, comme image. Le CSA s'est emparé du sujet et travaille avec les chaînes de télévision notamment, mais aussi avec les radios, pour qu'à la fois il y ait une représentation des femmes dans l'espace médiatique, parce que les femmes aussi peuvent disparaître des espaces et du coup on peut donc ne plus être des actrices à part entière de la société, mais aussi sur les contenus et les messages qui sont véhiculés. Donc là, on y travaille aussi, et c'est pas que un rapport, le énième rapport qui dira, voilà, faut... Là, c'est dans les actes, et il y a des feuilles de route qui commencent à être établies par le CSA, des contraintes qui sont données aux chaînes de télévision, et au-delà des contraintes aussi un accompagnement évidemment des chaînes de télévision, que ce soit dans les fictions, que ce soit dans les émissions qui sont diffusées. Et on sait bien qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont destinées aux adolescents, qui véhiculent beaucoup de stéréotypes, voire qui font la promotion parfois d'actes et de propos sexistes. Parce que lorsque vous êtes abreuvé d'images et de messages qui confortent bien, les actes que vous avez subis, eh bien, c'est difficile de lutter contre, même si l'école fait son travail,
c'est difficile après. Les médias ont une force extraordinaire par rapport à ça. On peut le regretter. Et en même temps, s'ils véhiculent un bon message, c'est aussi cette force-là qu'il faut pouvoir utiliser pour renverser justement la table sur cette question. Justement, une des idées que je voulais vous proposer à ce sujet, c'était justement dans les écoles de décrypter vraiment des choses que les enfants voient à la télé, que ce soit des publicités ou des programmes, mais vraiment des choses actuelles. Parce qu'on a tendance dans les écoles à travailler sur des vieux supports, parfois on montre des vieilles images, mais il faudrait vraiment, je pense, montrer aux enfants ce qu'ils voient tous les jours, leur dire écoutez, regardez cette publicité, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous y voyez des choses problématiques, et leur expliquer ce qui est problématique. Parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte de ce qui est problématique ou pas, quand il y a des choses qu'on voit tous les jours et qui finissent par nous sembler normales, comme par exemple le harcèlement de rue avant que le problème soit pris en compte. Oui, on se faisait harceler dans la rue, mais non, oui, ça nous gênait, mais on ne se rendait pas compte, on n'avait pas eu le déclic de se dire mais non, il ne faut pas accepter ça en fait. Et je pense que les enfants, si on leur dit regardez cette pub, elle vous paraît normale, vous la voyez tous les jours, mais il y a un problème dans cette publicité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut éveiller. L'école, elle est faite pour évidemment apprendre, acquérir des savoirs, mais elle est là aussi pour développer un esprit aussi critique de décryptage, comme vous le dites. Donc dans certains endroits, ça se fait déjà et depuis un certain temps. Et il faut pouvoir, pour ce sujet et pour d'autres d'ailleurs, pouvoir avoir cet esprit critique de recul et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est diffusé et de pouvoir aussi contester ce qui peut être diffusé parfois et qui n'est pas un message qui rassemble et qui respecte les uns et les autres. Donc il y a besoin effectivement que les plus jeunes, on le disait tout à l'heure, à la fois soient conscients qu'il y a un respect à avoir des uns envers des autres. Et pour ça, il faut qu'ils aient les outils pour y arriver. Donc ça passe aussi par ce décryptage des médias notamment. Moi, j'ajouterais par rapport à la déculpabilisation des victimes, parce qu'on a l'impression que les femmes sont souvent on les définit comme des coupables d'avoir subi une agression. Et il y avait dans les commentaires sur le forum Mademoiselle une fille qui proposait un meilleur accueil des victimes lorsqu'elles sont victimes d'agression, par exemple dans les transports en commun. Souvent, on se dirige par exemple vers un agent RATP qui va nous rediriger vers une autre personne ou vers tel ou tel service. Et déjà que c'est difficile de faire le premier pas, d'aller en parler, si en plus ensuite on nous renvoie vers d'autres personnes ou d'autres services, on n'a pas l'impression d'être prise au sérieux, comme si c'était quelque chose qui ne comptait pas au final. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire là-dessus. Oui, c'est pour ça que dans le groupe de travail dont je parlais tout à l'heure, on travaille aussi sur la formation de celles et ceux qui travaillent dans les transports. Parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir bien réagir aussi. Ils le font quand même souvent, parce qu'ils sont confrontés à plein de situations aussi. Mais il faut pouvoir aider justement à ce que ça puisse donner une réponse, parce que c'est pas évident de pouvoir réagir correctement et ne pas justement vis-à-vis des victimes de ces actes ou de ces propos, de pouvoir les diriger rapidement, mais déjà de pouvoir apporter une parole qui apaise aussi et qui soit efficace dans la réponse, dans la première réponse qui est donnée par rapport aux victimes. Donc moi, j'ai bon espoir, parce que je vois la motivation aussi des transporteurs sur cette question. En tout cas, le ministère de l'Intérieur et nous, on est déterminés à cela. Mais il y a un écho favorable et moi j'ai très bon espoir et on y travaille chaque jour pour qu'en juin, on puisse dans ces propositions évidemment intégrer ce que vous dites. Donc moi j'ai une question pour vous toutes ici. Est-ce que vous avez développé des stratégies de circulation dans l'espace? Est-ce que vous êtes mis des interdits qui sont devenus des automatismes pour finalement prendre en charge votre sécurité? Je vais donner un exemple. Moi le soir, je ne prends que les métros que je connais, dans le sens où je monte dans le wagon de tête parce que je sais que la sortie est au niveau de la tête pour éviter d'être... Parce que si je suis en queue de train, il faut que je marche tout le quai. Je ne veux pas être la dernière à sortir. Je veux surtout pas qu'il y ait quelqu'un que je ne connais pas derrière moi qui marche quand je suis seule sur le quai. Donc ça, c'est des choses que je fais, mais c'est devenu des automatismes. Après une certaine heure, je prends un taxi, même s'il y a encore des métros. Selon l'endroit où je vais, je prends un taxi. Taxe sur la sécurité. Est-ce que vous aussi, vous avez développé ce genre de technique ?
Oui, moi je sais que souvent, donc, je prends les RER A par exemple, qui est constamment bondé, j'en fais, on va dire. Et du coup, je sais que je mets mon sac devant moi par exemple, pour pas être trop en contact avec quand il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi. Je sais que récemment, j'ai assisté à un épisode d'agression justement, une femme qui se faisait agresser et elle s'est fait toucher par un homme dans les transports. Et après que la personne est sortie du transport, l'agresseur, il y a un homme qui était dans son coin qui a dit de toute façon c'est juste pour se faire remarquer ça. Enfin, en fait, ça m'a vraiment choquée de voir que certaines personnes considèrent encore les victimes comme que ce qu'elles racontent ce n'est pas vrai et je trouve que c'est vraiment du coup, moi, je développe ces automatismes de me protéger de quelque façon que ce soit dans les transports en commun, quoi. C'est vrai que du coup, on a tendance, je pense que je parle pour beaucoup de filles, à marcher droit devant nous, très vite, baisser la tête, essayer de ne pas croiser de regard. C'est quelque chose qui est justement assez triste en fait. C'est qu'on se rend compte que les filles n'osent plus avoir de contact visuel avec des garçons parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont finir par faire. Et il y a de l'autre côté des garçons aussi qui, face à ce sujet du harcèlement de rue, disent bah oui, mais du coup, on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire. J'avais un ami qui me disait, la dernière fois j'ai croisé une fille, je lui ai dit bonjour, la fille m'a lancé un regard noir, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer dans les campagnes qu'on peut faire, c'est où est la limite entre le harcèlement et des comportements normaux. Parce que c'est pas normal qu'on n'ose même plus se regarder dans la rue finalement, alors qu'on vit tous ensemble. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'ai aussi un ami qui m'a dit qu'une fois il avait vu une fille qui avait l'air perdue dans le métro et il a lui-même pas osé l'aborder pour lui dire oui, est-ce que vous avez besoin d'aide ou quoi, parce qu'il avait peur qu'elle le prenne pour du harcèlement ou pour quelque chose de mal. Et même les garçons au final en souffrent de ce harcèlement. Et oui, c'est pas, faut pas aller vers cette pente-là qui va juste faire qu'on va vivre chacun de notre côté, quoi, exactement. Donc, J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pratiquez un sport ou vous avez pratiqué un sport et est-ce que dans ce cadre-là aussi, vous avez eu des moments où vous considériez que vous ne pouviez pas exercer votre sport, pratiquer votre sport comme vous le souhaitiez parce que vous étiez dans un espace aussi... parce que voilà, il y a aussi ces sujets-là, tous les espaces publics sont concernés. Hein. Ouais, moi, je pense que le sexisme dans le sport, c'est un gros sujet. D'ailleurs, moi, je me suis mise à faire du roller derby parce que c'était féministe et que je savais aussi que j'avais la paix et que c'était un environnement sain pour une fille. Et c'est en partie ça, d'ailleurs, qui m'a attirée dans ce sport-là. Et sinon, là, moi, je vais toujours à la salle de sport et il y a un espace musculation. Je sais que quand je vois que je suis la seule fille et que j'ai pas envie de me prendre la tête à enlever des relous de mon espace parce qu'ils vont essayer de venir et ils vont me coller et que ça va être insupportable et que je vais devoir appeler le gérant, etc. Je préfère ne pas y aller et aller faire du sport ailleurs, en cardio, là où il y a plus de femmes. Bon, tout ce qui se dit est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'on se conditionne les unes et les autres, on rythme et on mesure notre vie à ce qui pourrait nous arriver, à quel moment ça peut nous arriver, dans quel endroit ça peut nous arriver. C'est même dans des moments qui devraient être des moments de plaisir, comme le sport, et des moments qu'on ne peut pas éviter, comme se déplacer, parce qu'on ne va pas finir enfermé chez nous. On est d'accord? En fait, ça devient presque un acte politique parfois de faire du sport, de rentrer tard le soir. Moi, je passe pour la warrior des fois quand je dis à mes amis non, je rentre seule. C'est waouh, alors que on est dans Paris, on est en France, c'est pas la guerre. Enfin, il y a aucun problème, mais on a peur. Le monde entier a peur et te donne la peur aussi. C'est pour ça que c'est important. La table ronde, elle est importante et il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir lieu et c'est important qu'on puisse se saisir du sujet parce que c'est pas juste un sujet de réflexion. C'est la vie de tous les jours. Et si on ne peut pas vivre normalement, si on est obligé de réfléchir à tout ce qu'on fait parce qu'il y a ces violences, ces propos, ces actes, c'est là aussi où ça fait un moment que ça dure. Hein. Voilà, je vais pas, ici, mon rôle n'est pas de raconter ce que j'ai pu aussi rencontrer, mais on l'a toutes vécu de la même manière. Donc je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient été épargnés en fait. Donc je crois que tout le monde, toutes les femmes en tout cas, savent très bien de quoi elles parlent. Ce qui est terrible aussi, du coup, c'est que, comme vous le disiez, c'est qu'une partie des hommes qui ne sont pas du tout dans cette relation
en pâtissent aussi. Donc il y a un problème pour la société tout entière. C'est pour ça que, enfin moi je le réaffirme souvent, je l'avais fait lorsqu'on était pour soutenir l'équipe de football féminine, les Dégommeuses. Le principe de tout cela, et après c'est à partir de ce principe, c'est comme ça qu'on construit des solutions, des actes forts, parce que je pense qu'il faut poser aussi des actes aussi forts que ce qui se passe. C'est de dire, nous n'acceptons plus. Voilà, nous n'acceptons plus que l'espace public soit réduit, soit interdit en partie sans que ce soit dit, mais dans les faits, à ce que les femmes en disparaissent, parce que c'est ce qui se passe. Et il y a des endroits où les femmes disparaissent de l'espace public, on les voit réapparaître qu'à certaines heures de la journée ou pour faire certaines activités seulement. Quand vous pensez que, par exemple, il y a aussi des femmes, lorsqu'elles sont adultes, ne pratiquent qu'à hauteur de 1% dans les espaces collectifs sportifs parce qu'elles ont ras-le-bol, on va se dire les choses clairement, qu'on vienne les enquiquiner dans leurs pratiques sportives parce que c'est un espace collectif partagé sportif. C'est pas acceptable. Voilà. Les femmes, elles ont le droit, comme les hommes, d'être partout dans l'espace public à chaque moment de la journée et dans toutes leurs activités. Vous n'avez pas à vous auto-censurer. Parce que l'autocensure, c'est déjà intégrer le fait qu'on est une victime, intégrer le fait qu'on n'a pas sa place partout. Et ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'on est toutes très enchantées d'entendre qu'on n'a pas besoin de vous convaincre sur ces sujets. Vraiment, c'est déjà une partie du travail dont on est soulagé. En revanche, il y a un point qu'on a peu soulevé jusqu'à présent, qui est le côté on est entre nous, on parle d'un sujet qu'on connaît, on est toutes d'accord. Les garçons, pour ne pas les nommer, il y en a plein qui n'ont même pas conscience du fait que ça existe. Et pas des gens de mauvaise volonté, pas d'horribles machistes qui veulent dominer le monde, etc. Je parle de mon frère, de mes amis, des gens que j'ai en haute estime et qui, sans vouloir me blesser, et je remets pas en cause ce que tu dis, mais moi j'ai jamais vu, moi j'ai jamais eu ça, moi je ne vois pas. Et du coup, ils sont partie intégrante du problème, c'est des témoins complices parce qu'ils n'agissent pas. Et qui sont, dont on a besoin en fait pour pouvoir agir. Je pense que tu soulevais le sujet tout à l'heure, effectivement, mais je voudrais poser la question à tout le monde. Ce sujet, quand vous en parlez avec vos amis garçons, en dehors des cercles féministes que vous fréquentez parce que vous lisez Mademoiselle, comment les gens réagissent quand vous parlez de ces sujets-là ? Je pense que principalement, ils relativisent, mais trop, en disant c'est pas grave au final, mais ils se rendent pas compte en fait du fait que c'est usant à force et que quand on est 5e coup de klaxon dans la journée parce qu'on a décidé de mettre un short, oui c'est plus anodin le coup de klaxon, c'est plus, en plus ça fait peur, moi ça me fait sursauter à chaque fois, donc c'est pas agréable de sursauter et du coup ils vont dire bon finalement c'est pas si grave et je pense que c'est là un des gros problèmes, c'est qu'il y a une espèce de banalisation, de décrédibilisation de nos propos, de nos témoignages, etc. Je pense que c'est usant, mais surtout ça arrive à un moment qui n'est pas du tout anodin, ça arrive souvent, ça commence au début de l'adolescence et c'est un moment où on est en train de se construire, où on n'a souvent aucune confiance en nous et ça nous enfonce vraiment dans ce côté « Oh mon Dieu, j'ai pas confiance en moi, je suis qu'un objet sexuel ou je suis que quelque chose de très moche » parce que quand on répond pas, on se fait traiter de gros boudin, on m'a dit que j'avais un gros cul alors que je suis super mince, des trucs qui n'ont aucun rapport, c'est juste de la rage. Mais moi je sais que des fois je suis rentrée chez moi et je pleurais parce qu'il y a des mecs qui m'ont abordée et ils ont fini par me dire « Ouais vas-y t'es moche ». Et quand j'avais 14 ans, de dire que j'étais moche, c'était la pire des choses au monde. Mais c'est exercer à travers cette violence aussi un pouvoir de domination. Ouais. Oui, et puis on l'intègre. Tu restes à ta place, je te contrôle, tu es belle si je le décide, tu es moche si je le décide aussi. C'est ça. Le décryptage, alors c'est très général et ainsi de suite, mais une fois qu'on a bien saisi le mécanisme, c'est aussi important pour pouvoir... Et ce que vous disiez, c'est comment on emmène avec nous, au-delà de nous-mêmes, une grande partie de la société, ça, c'est la parole des associations, c'est la parole de ce que vous faites aujourd'hui, là où on est, parce que c'est diffusé. Internet aussi, c'est important. Ça fait partie des médias importants aujourd'hui. Ils sont regardés en plus par les plus jeunes souvent. Mais c'est aussi la parole publique. Le fait qu'un ministre, une ministre en parle et le dise, c'est aussi important.
Et c'est pour ça aussi que, mais il faut en parler, parce que du coup il y a une audience évidemment, mais il y a aussi un moment donné pour en parler, il faut apporter des solutions. En tout cas, encore une fois, on y travaille aussi en lien avec les associations qui elles, se sont saisies aussi de cette question, qui l'ont mise en lumière depuis 2 années maintenant. Et c'est ça aussi, de dire des choses sur d'autres sujets, c'est ce qui s'est passé aussi. Il n'y a pas de raison que sur celui-ci, on n'y arrive pas. Mais seulement, c'est ce qu'on disait tout au début d'ailleurs de la table ronde, c'était quelque chose qui était assez banalisé, qui était pour une majorité de l'ordre de « c'est normal, quoi. C'est un mauvais moment à passer, et puis on va en passer beaucoup des mauvais moments, mais c'est comme ça ». Donc là, voilà, je pense qu'on est sur déjà une phase importante, c'est de dire « non, ce n'est pas normal », et non, ça ne va pas continuer. Moi, j'aimerais rebondir dessus, sur le rôle des témoins, justement, parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui sont victimes d'agressions, elles ont l'impression de ne pas recevoir d'aide de la part de personnes qui peuvent assister à l'agression, justement. Et comment on pourrait sensibiliser les gens à agir, justement, lorsqu'une personne est victime d'agression, par exemple? Alors, tout le monde ne va pas réagir de la même manière et suivant ce qu'on est ou ce qu'on représente. Lorsqu'on a un rôle entre guillemets institutionnel, comme je travaille dans un transport, chez un transporteur, je suis identifiée comme un représentant institutionnel. Et puis après, il y a les citoyens et les citoyennes de l'espace public qui sont là, qui assistent dans un métro, ce que vous disiez tout à l'heure, eh bien une agression. Et à un moment, mobiliser la société, c'est aussi de dire qu'on est tous co-responsables aussi de ce qui se passe dans l'espace public, qui nous est commun à toutes et à tous. Et donc, sans jouer évidemment les grands héros ou héroïnes, en tout cas, il y a un minimum de réactions à avoir. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. C'est difficile, hein, parce que emmener une société avec nous, des gens avec nous, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et c'est pour ça que la communication elle est extrêmement importante. Que les témoignages dans cette communication est extrêmement important, il faut que ça s'incarne, qu'on montre que c'est pas exceptionnel ce genre d'acte, mais que c'est assez, finalement, c'est du quotidien. Et puis, à un moment donné, certains hommes qui ne seraient pas encore convaincus, ou même quelques femmes aussi qui ne sont pas toujours convaincues de cela, leur dire, mettez-vous soit à la place de cette jeune femme qui a vécu cela, ou imaginez-vous que c'est votre sœur, votre mère, votre fille. Et là, le message passe bien, en général. Parce que là, on arrive bien à s'identifier, quand ça peut toucher quelqu'un de proche de soi. J'ai une question qui va être un peu pragmatique. Depuis tout à l'heure, on parle de théorie, de sensibilisation qu'on pourrait faire. Est-ce que concrètement, l'État français serait prêt, vraiment, vous pensez, à payer une campagne d'affichage, à faire des lois? Moi, je suis ravie de pouvoir répondre oui à des questions. Non, mais parce qu'on parle vraiment de théorie. Et je vais vous dire, bon... Est-ce qu'il y a un budget alloué déjà? Est-ce qu'il va falloir le défendre, ce budget? En tous les cas, oui, il y aura, évidemment. Après, ça c'est du technique. Évidemment, s'il n'y a pas de campagne de communication, on aura pu faire de belles réunions avec de belles idées. S'il n'y a pas une campagne de communication pour mobiliser et alerter sur ce sujet en disant « mais ça peut changer » et rapidement, si on s'y met tous ensemble. En gros, c'est ça le message, c'est de dire « c'est grave, ce n'est plus acceptable, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ?» Parce que ça nous concerne tous. C'est ça un peu. Donc après, il y a des outils techniques, évidemment, du quotidien, ce qu'on disait, la formation des acteurs, voilà, il y a plein de choses, mais évidemment que c'est la communication. Et évidemment qu'on y est prêt. Alors, on a beaucoup parlé de communication et de choses à faire en amont, et je trouve que là-dessus, vous vous êtes beaucoup positionné. Il y a le ministère de l'Éducation aussi qui travaille pour lutter contre le sexisme avec les ABCD de l'égalité. Par contre, moi je me suis aperçue en regardant les chiffres que depuis que la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel a été promulguée, il n'y a eu que 10 condamnations qui ont été prononcées. Et face à un chiffre que je trouvais extrêmement faible, je voulais savoir ce qu'on pourrait faire pour que
les auteurs de délits soient condamnés, quoi. Parce que si c'est pas le cas, c'est vrai que je pense que certaines personnes ont aussi l'impression de vivre dans une zone d'impunité et de pouvoir se permettre de faire tout et n'importe quoi sans qu'il y ait des conséquences. Sur le harcèlement, comme sur, par exemple, les violences faites aux femmes, où la loi a évolué aussi encore, dernièrement, les magistrats appliquent la loi. Mais c'est comme aussi sur les lois sur les discriminations, par exemple. C'est pas qu'elles ne sont pas appliquées. C'est qu'il faut aussi que dans la formation des acteurs qui ont à prononcer des peines ou qui ont à suivre des victimes, il faut aussi qu'il y ait une formation, une sensibilisation sur ces questions. Parce que vous y attachez beaucoup plus d'importance. Les acteurs sont mobilisés. Mais après, par exemple sur les violences faites aux femmes, si vous avez une coordination et que vous avez une prise en compte de la gravité des actes et des situations, vous n'êtes pas, vous n'appréhendez pas ces sujets de la même manière. Donc la clé de tout ça, de ce sujet comme d'autres autour de ces violences, eh bien, elle est aussi de ce qui se passe dans les écoles de magistrature, même si les magistrats appliquent la loi, c'est pas le sujet, mais de dire, voilà, il y a des phénomènes dans cette société qui, effectivement, sont inacceptables. Il y a eu des parlementaires qui ont légiféré sur ces points, et il faut pouvoir appliquer la loi, tout simplement. Donc ça fait partie des acteurs aussi, qui doivent être formés, des policiers. Sur les violences faites aux femmes, on va plus loin. On a formé aussi, par exemple, les sages-femmes qui suivent ces femmes qui vont avoir leur enfant et qui, à ce moment-là, peuvent aussi dévoiler des violences dont elles ont été victimes et dont elles n'ont jamais osé parler. Je pense qu'il faut mobiliser tout le monde, mais il faut former aussi les différents acteurs à cela. Je pense aussi qu'il faudra appuyer le fait qu'il n'y a pas vraiment de visage du harceleur et que ça touche toutes les catégories Bien sûr. sociales. Et ça ne se passe pas dans certains quartiers en particulier. Non, pas du tout. Moi, la fois qui m'a le plus marquée, c'était quelqu'un qui m'a suivi pendant assez longtemps et c'était un homme en costume cravate. Tout. Bien sûr. Vraiment quelqu'un qu'on peut croiser, qui va travailler n'importe où et qu'il ne faut pas juste se focaliser sur la soi-disant image du harceleur. Nous non plus, il ne faut pas qu'on produise des stéréotypes autres. Parce qu'ils ne sont pas vrais au final, ces stéréotypes. C'est sûr. Et il n'y a pas que des jeunes qui le font. Voilà. C'est ce qu'on remarque beaucoup quand par exemple des médias parlent d'agression, etc. Dans les commentaires, c'est toujours pareil, les commentaires sur Internet, c'est terrible. On voit beaucoup d'hommes qui n'ont jamais vécu cette situation et qui se permettent de donner des clichés racistes toujours. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'étranger, c'est toujours la faute d'une certaine catégorie de personnes. Et quand un jour j'ai osé réagir et dire à quelqu'un « mais non, mais n'importe quoi », vous dites n'importe quoi, on peut se faire agresser par un papy qui a l'air tout à fait respectable, comme par un businessman costard-cravate ou comme une bande de jeunes. Et le mec m'a traité de menteuse. M'a dit, vous dites ça parce que vous voulez pas qu'on fasse du racisme et tout ça. Ouais, mais ça fait partie des stéréotypes. On a nos stéréotypes, déjà depuis très longtemps, mais ces stéréotypes-là existent aussi. Donc, tout cela, il faut aussi qu'on le construise en ne produisant pas non plus d'autres discriminations. Voilà, ça touche tout le monde, toutes les femmes déjà, pas que certaines, et ça touche toutes les catégories sociales, tous les types de ce type de profils qui sont partagés dans l'ensemble de la société. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes non plus sont comme ça. Voilà, donc... Alors, je voudrais rebondir sur à la fois le problème de la sensibilisation et des réponses judiciaires qu'on peut apporter au harcèlement, parce qu'on vous a récemment interpellé au sujet du problème des experts en séduction, qu'on appelle aussi les pick-up artistes. Donc au-delà du problème de cette personne en particulier, Julien Blanc pour ne pas le nommer, ce qui nous interpelle dans ce cas précis, c'est le fait que y a tout un discours qui se répand sur Internet, parce que voilà, zone d'expression, espace de liberté, et qui pose problème dès lors que c'est traduit dans la vraie vie, dans la vie réelle, où ces gens-là ont pignon sur rue et enseignent à d'autres garçons des techniques que eux appellent de séduction, mais qui sont en fait des techniques de manipulation, des techniques de harcèlement, et ils vendent ça en plus comme quelque chose de valorisant pour l'estime de soi. Donc on est
enfin, l'écart est immense entre d'un côté un discours qu'on a aujourd'hui en train de se dire il faut lutter contre ce problème, et de l'autre le discours inverse complètement normalisé, il y a moyen d'aborder les filles, d'obtenir des relations sexuelles avec des techniques simples. On est vraiment pour moi sur un problème de société qui pour l'instant prospère comme un commerce comme un autre. Alors dans ce cas-là et dans d'autres, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a comme... je pense que ces personnes-là, en fait, sentent bien que maintenant, on laisse plus faire les choses telles qu'elles pouvaient être laissées en toute liberté se propager, que ce soit dans les propos, dans des réunions où on prône... une drague extrêmement violente, voire à la limite de l'apologie du viol quand même, hein, c'est un peu ce dont il est question. Et donc j'ai le sentiment que justement, comme on progresse aussi dans des réponses au fur et à mesure à ce type de phénomène, eh bien il y a comme une résurgence justement de ce type de meeting organisé. Voilà, c'est comme une contre-offensive qui se mettra en place. En ce qui concerne ce monsieur, il a exercé dans d'autres pays et là, il est annoncé donc à la fin de l'année, et c'est d'ailleurs cette alerte permanente et cette vigilance permanente hein, qui permet aussi de suivre un petit peu tout cela. Il envisagerait de venir en France. Moi, lorsque j'ai eu connaissance de cela, je me suis tout de suite saisie du sujet, évidemment, et pour voir l'arsenal juridique qui était à notre disposition, évidemment. Donc il y a plusieurs acteurs qui peuvent agir. Évidemment, l'État dans une certaine mesure, mais pas forcément directement. En tous les cas, les communes où ça se produit. Sur d'autres sujets, on a vu que c'était possible. Donc c'est un arsenal juridique qui existe. Au-delà de ça, s'il persiste à vouloir venir, il y a aussi le rôle des médias, aussi d'informer, de dénoncer évidemment ces pratiques. Et en tous les cas, il n'est pas question que sur le territoire français, on puisse permettre des réunions organisées pour faire l'apologie du viol. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des politiques publiques et demander aux acteurs qui doivent faire respecter la loi de faire ce travail-là et en laissant faire ce type de réunions qui vont à l'encontre de tout ce qu'on met en place et qui est inacceptable et qui font une apologie de la violence en fait. Donc ce qui vaut pour certains vaut pour d'autres. Et donc en tous les cas, moi je me suis saisie tout de suite de la question et donc on est en train d'élaborer les réponses adéquates qui pourront être apportées à ce moment-là. Et en signe d'avertissement, dire que chez nous, ça ne sera pas possible. Merci pour cette réponse. On va faire un dernier tour de table rapidement. Je voudrais savoir, chacune d'entre vous, dites-nous ce que vous attendez pour la suite. Voilà, si vous aviez maintenant une baguette magique pour que demain, il y a le budget, il y a la volonté. Allez, soyons fous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voudriez voir? On peut commencer par Pauline et on fait le tour de table jusqu'ici. Moi, j'avais discuté avec des copines justement sur des solutions qu'elles aimeraient voir et on avait pensé à des spots publicitaires ou de prévention. Et justement, ce que vous disiez, de montrer que ça peut arriver à la fille, à la femme ou à la sœur de ces harceleurs. Par exemple, imaginez dans un spot publicitaire une bande de potes qui commentent les venues de toutes les femmes qui passent. Et d'un coup, la fille de l'un d'entre eux passerait et ses amis continueraient à faire des remarques qui finalement choqueraient le père en question. Et qui se rendrait compte que toutes les femmes qu'il a pu harceler étaient les filles de quelqu'un, et comme ça sensibiliser en rapprochant en fait. Je pense qu'il faut toucher les gens, vous avez raison. Moi, au-delà des campagnes, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait aussi au niveau de l'entreprise. Parce que c'est quand même un endroit où c'est très compliqué, parce qu'en plus, en tant que femme, surtout quand on est dans un milieu d'hommes, on ne peut pas trop dénoncer le harcèlement parce que ça nous place dans une position de victime. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux.
Donc si on pouvait faire quelque chose par rapport à l'entreprise, ce serait bien. Et en plus donc, de toutes ces campagnes de sensibilisation dont vous avez parlé, moi j'aimerais qu'il y ait des espèces de temps de parole, parce que je me suis rendu compte que déjà d'écrire sur le forum et même d'en parler avec vous toutes, ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, ça a aussi fait que j'en ai parlé à mes proches et même à mes potes mecs qui ne se rendaient pas forcément compte de ce qu'on vivait. Et que déjà, rien qu'à mon petit niveau, je pense que ça a permis aux gens de prendre conscience un peu du problème et que ça a peut-être fait évoluer ce qu'ils pensaient. Donc, encourager les gens à la discussion. Juste un petit mot sur les propos ou actes sexistes sur le lieu de travail. Là, j'ai le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle qui a été saisi et qui va me remettre justement un rapport et des propositions sur cette question, précisément. Voilà. Bon bah super. Là, bientôt, dans quelques semaines. Voilà. Du coup, moi, je pense qu'il faudrait, vu que c'est une idée de réformer la société, en gros, ouvrir l'esprit, il faudrait commencer par la jeunesse, parce qu'après tout, la jeunesse, c'est notre futur. Et du coup, rendre obligatoire 2 ou 3 heures de sensibilisation au harcèlement de rue dès le collège. Tout comme, au collège, je sais qu'au collège, j'ai été amenée au planning familial pour apprendre sur la contraception. Là, juste apprendre le harcèlement de rue, c'est quoi, à qui ça arrive, à toutes les filles quasiment, qui sont allées harceleurs, ça peut être à peu près tout le monde. Et voilà, quelles sont les limites. Puis ouvrir un temps de discussion, parce que c'est vrai que quand ça arrive et que... voilà, toi, tu avais 11 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pour nous, on n'est pas encore sexualisés, du coup, on a beaucoup de mal à saisir la sexualisation qu'on fait de nous, malgré nous. Moi, je voudrais, si c'était possible, qu'on encourage les gens à agir quand ils sont témoins justement de scènes de harcèlement, parce qu'ils n'osent pas, les gens. Soit parce qu'ils sont tout seuls dans le wagon avec la personne qui se fait harceler et le harceleur, soit parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'agir, parce qu'ils sont bien dans leur petit cocon avec leurs écouteurs et leur smartphone. Je pense il faudrait qu'on sensibilise, qu'on explique aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire. Vraiment donner des idées aux gens, parce que parfois les gens ne savent tout simplement pas quoi faire et ont peur d'empirer la situation. Et par exemple, il y avait une émission sur France 4 qui s'appelait Cam Clash, qui, avec ses caméras cachées, mettait en lumière justement les gens qui ne faisaient rien et les gens qui agissaient. Et je pense que cette émission a aussi permis aux gens qui la regardaient de se rendre compte que, oui, la prochaine fois, il faudrait que j'agisse. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Alors moi, je suis complètement d'accord avec mes camarades sur de la sensibilisation, beaucoup. Et aussi, j'insisterai sur le meilleur accueil des victimes et aussi des mesures concrètes, par exemple, dans les transports. Il y avait l'association Oser le féminisme qui proposait un bouton, par exemple, dans le RER qui permettrait d'avertir le conducteur si une agression se déroule ou autre chose de la sorte. Et sinon, je suis d'accord, sensibilisation. Bon, on est toutes d'accord, alors. C'est bien. Moi, je vous remercie d'abord, parce que c'est important pour moi. D'abord, de vous entendre, de vous écouter, et puis d'échanger, parce que c'est important pour avoir des bonnes réponses. Et c'est un problème très grave. Et c'est aussi par mademoiselle.com sur Internet, eh bien, c'est important d'en parler, parce que c'est ce qu'on disait, il faut sortir de la banalisation de ces actes. Donc, nous, on a notre responsabilité, donc moi, je prends les miennes, et on y travaille, et j'espère que ça va aller très vite, quelques semaines, quelques mois, et on aura en tout cas des premiers actes à poser, forts. Et en tout cas, merci, parce que c'est pas évident de parler de ces sujets, parce que ça touche à l'intimité, et que voilà, ça remue un peu des moments difficiles. Donc voilà, en tout cas, je suis à vos côtés, et on va se battre ensemble pour que ça change. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à nos 5 ambassadrices. Merci.